Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés, actions en Europe qui restent plutôt bien canalisés après une séquence intense. Je vous le rappelle, l'épisode de rebond violent depuis la fin septembre qui s'est calmé depuis avec un retracement de 5-6% pour les grands indices européens. Le CAC 40 évolue désormais dans ce range de 5-6% d'écart entre le sommet qui a été atteint le 13 décembre dernier à plus de 6800 points et le creux récent qui a été marqué en début de semaine sous les 6400 points. Le CAC 40 s'établit entre ces deux bornes autour de 6500 points en cette fin de séance avec une petite baisse à l'arrivée ce soir. Vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen. Nous évoquerons évidemment les grandes questions de 2023. 2022 a permis de répondre déjà à quelques questions. Toutes les questions ne sont pas répondues, comme on dit désormais pour 2023. Et la question des politiques monétaires reste une question ouverte. Depuis notamment que la Banque du Japon a envoyé un signal un peu différent des signaux habituels envoyés par la Banque du Japon depuis 30 ans. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur un univers d'investissement qui a particulièrement souffert cette année dans le monde des actions, l'univers des petites et moyennes capitalisations boursières qui n'a vraiment pas profité d'ailleurs du rebond qu'on a pu observer sur le mois d'octobre et le mois de novembre. Année noire donc, pas d'autre manière de le dire pour les small caps. Nous en ferons le bilan avec Cécile Aboulian, spécialiste de cette classe d'actifs qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance, mon ami, les infos clés de marché en fin de journée avec vous, Alix Nguyen et la Bourse de Paris qui a un petit peu ralenti aujourd'hui. Oui, l'indice va décrescendo après une hausse de plus de 2% hier. Le volume d'échanges reste faible à l'approche des fêtes. Prudence aussi du côté de Wall Street. La place connaissait hier sa meilleure séance du mois, portée par l'envolée de Nike. Cet après-midi, 2 indicateurs américains ont été publiés d'après le département du commerce. La croissance de l'économie américaine au 3e trimestre apparaît un peu plus forte qu'anticipé. Le PIB a été révisé de 2,9% à 3,2%. Celle de la composante des prix PCE Core se trouve légèrement relevée de 4,6% à 4,7%. La consommation est restée forte avec une hausse revue d'1,7% à 2,3%. Et puis à noter que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté à 216 000 contre 214 000 la semaine dernière. Et puis du côté des secteurs et des valeurs qui se distinguent aujourd'hui, on notera que les secteurs cycliques sont un peu à la peine. Oui, Renault et Stellantis reculent nettement. Schneider Electric et Legrand aussi. Le luxe connaît également l'un des plus forts replis de la séance. Le titre Hermès chute. Total Energy fait aussi partie des hausses de la journée, même si son titre ralentit quelque peu désormais. Toujours dans le sillage de la fermeté des cours du pétrole. Le Brent évolue autour de $82, le WTI autour de $78. À noter que les États-Unis s'attendent à une forte vague de froid alors que les dernières statistiques indiquent que les stocks de brut s'y sont réduits et plus qu'anticipés au cours des dernières semaines. Et puis hors CAC 40, on notera la chute à nouveau du titre Orpea. L'exploitant de maisons de retraite prévoit désormais des dépréciations d'actifs comprises entre 5 et 5,4 milliards d'euros contre une évaluation précédente allant de 2,1 à 2,5 milliards d'euros. Orpea se prépare à une importante restructuration financière. Et puis à noter qu'aux États-Unis, les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent après les résultats décevants de Micron Technology. Tendance, mon ami, chaque soir en direct à 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Zakaria Darwish est avec nous ce soir, responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Cyriac Dayan nous accompagne également, gérant diversifié chez Sanso IS. Bonsoir Cyriac. Et Stéphane Prévost est avec nous également en plateau. Bonsoir Stéphane. Merci d'être là. Vous êtes directeur général de la financière responsable. Les fins d'année sont généralement un peu lancinantes pour les journalistes, je le dis. C'est-à-dire que l'actualité tourne un peu en rond et il faut rivaliser d'imagination pour dresser les grands bilans de ce qu'on a déjà répété des centaines de fois tout au long de l'année. Sauf que 2022 est une année spéciale jusqu'au bout, avec un dernier rebondissement en date qui nous a été offert par la Banque du Japon en début de semaine. Zakaria, je vous regarde, je me tourne vers vous. Est-ce que le Japon, le pays le plus vieux, le plus vieillissant du monde, le plus déflationniste du monde, est-ce que la Banque centrale du Japon est en train d'envisager que le réglage de sa politique monétaire puisse aller dans un sens différent de celui dans le sens dans lequel elle va depuis 30 ans, c'est-à-dire toujours plus d'assouplissement et d'accommodation monétaire? Alors, il y a le changement du gouverneur du Japon, Kuroda, qui arrive, et peut-être qu'il veut laisser une feuille, on va dire, plus propre à son successeur. Mais si on regarde le mouvement du Japon, effectivement, c'est une surprise. C'est une surprise, même s'il y avait des éléments fondamentaux qui poussaient pour j'allais dire resserrement monétaire, mais c'est peut-être un gros mot pour un élargissement de la bande de fluctuation du taux, disons japonais. On peut avoir une lecture à 3 éléments. Le premier, c'est que, et c'est la raison qui est présentée par la BOJ, c'est de dire que c'est un sujet de fragilité financière, de stabilité et de fonctionnement du marché. Aujourd'hui, la BOJ détient la moitié du stock d'obligations japonaises. Elle a un bilan qui est extrêmement élevé, 120% du PIB. À titre de comparaison, la BCE, c'est 60%, la Fed, c'est 30% du PIB. Donc eux, ils sont à 120%. Donc on sent qu'il y a une limite là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que si on regarde les chiffres de l'inflation, même si les prévisions sur l'année civile, l'année fiscale 2023, sont plutôt pour une baisse de l'inflation, si on regarde l'inflation au Japon, on est quand même sur quelque chose d'historique. 3,7%, on ne l'a pas vécu depuis bien longtemps. Et c'était, la dernière fois qu'on l'a vécu, c'était une hausse de TVA qui était artificielle. Donc là, on a quand même un moteur pour bouger en fait, en ça. Et en 3, il y a quand même, et pour moi c'est l'élément le plus important, c'est le yen. Cette année, on a vécu un yen à 150, un niveau de 150 par rapport au dollar. Et je pense que là, on se retrouve dans un contexte favorable où la Banque du Japon peut contrebalancer tout ce qui se passe au niveau de la devise sans pour autant créer un effet d'appel sur sa bande à 50 BP, donc sur sa bonne haute de fluctuation, vu qu'on est sur un fin d'année et qu'il y a des volumes qui sont moins faibles. On a vu que ça a été challengé plusieurs fois cette année, ça a poussé à une augmentation substantielle du bilan encore cette année, contrairement aux autres banques centrales. Donc on est quand même, c'était quand même une belle surprise, une surprise, sacrée surprise. Oui, parce qu'il faut expliquer le phénomène. En élargissant la bande de fluctuation autorisée pour le taux à 10 ans, donc autour de 0, maintenant c'est moins 50 plus 50 points de base. Cette bande, elle avait déjà été un petit peu élargie, je crois. Historiquement, on était peut-être parti sur du moins 10 plus 10 et puis moins 25 plus 25. Enfin, bon, en tout cas, c'est moins 50 plus 50 aujourd'hui. Pour maintenir quand même les taux dans cette bande, il faut acheter encore plus. C'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. Exactement. On s'est beaucoup focalisé sur le fait que la BOJ élargisse cette bande de fluctuation, mais dans la même communication, il y a le fait que la BOJ est prête à faire des achats illimités au 0,5% pour justement défendre ce seuil, ce plafond. Et on voit que c'est bien efficace parce qu'en fait, après l'effet d'annonce où on est allé titiller les 50 points de base, les 0,5%, on est plutôt à 0,35, 0,40 aujourd'hui. Et il n'y a pas de vendeur de JGB à ces niveaux-là. Ouais. Est-ce que le marché imagine que la BOJ franchira d'autres étapes ? Oui. Est-ce que le marché imagine que la BOJ sortira des taux directeurs négatifs ? C'est la dernière banque centrale du monde à maintenir un taux directeur négatif à moins 0,10 ? Oui, même si la communication officielle, je répète encore une fois, n'est pas du tout dans cette ligne-là. C'est un ajustement technique destiné à garantir la soutenabilité de la politique d'assouplissement monétaire. Voilà ce que nous dit Kuroda. C'est exact.
C'est très beau. Je dirais même que c'est trop beau. Oui, c'est très japonais. Il s'est même excusé que les investisseurs puissent avoir eu le sentiment d'être trahis. Oui. Non, mais... il met des mots dessus. D'autres banquiers centraux ne l'ont pas fait du tout. Pas de la même manière. mais effectivement, c'est exactement ça ce qu'on vit. Mais en mon sens, ce qu'on vit, c'est un début. La Banque du Japon est dans une politique de risk management. C'est-à-dire qu'elle aussi voit une inflation qui va arriver au pic, qui va ralentir. Mais très concrètement, il y a un risque. On voit que cette montée sur les derniers mois des chiffres d'inflation au Japon, ce n'était pas du tout ce qui était attendu. Donc, elle est dans une logique de j'amorce un simili resserrement monétaire au cas où je me trompe sur mes prévisions d'inflation. Cyriac, vos commentaires, ce que vous inspire effectivement l'annonce de la Banque du Japon, qui vient parachever une année dont on a déjà tous compris qu'elle avait enterré l'ère des taux négatifs, le grand choc monétaire, le grand reset obligataire, etc. Je sais que le Japon, c'est toujours très loin, qu'un investisseur européen n'est pas obligé d'être investi au Japon, en tout cas, c'est pas le cœur de son portefeuille, mais c'est quand même un pays du G7, c'est quand même une grande banque centrale, c'est quand même une des devises les plus liquides au monde, qui sert sur énormément d'opérations de marché, et pour parachever tout ça, les Japonais, avec des rendements zéro, voire négatifs, sont toujours très intéressés par les rendements qui peuvent être offerts, à commencer par notre dette européenne. Je pense que le sujet de la BOJ, en priorité, c'était le yen, ça a été dit, mais globalement, ils ont essayé de faire peur au marché en disant on va intervenir, ils sont même intervenus plusieurs fois, pour un résultat quasi nul. Donc à un moment donné, pour arrêter la dépréciation du yen, il n'y avait plus d'autre solution que de s'attaquer à la question des taux. Alors ils l'ont fait de manière assez intelligente, je trouve, cet élargissement de bande qui finalement ne remet pas en cause à court terme la politique monétaire, même si certainement qu'en 2023 ça va être modifié. Ce qui est un peu bizarre, c'est le timing. C'est-à-dire le faire fin décembre comme ça, alors que personne ne l'anticipait. Ce timing est un peu étrange, honnêtement. Mais par contre, sur la philosophie, ça a plutôt du sens, parce que si on veut défendre le yen, il n'y avait que ça qu'on pouvait faire. Il y avait un autre élément un peu technique, mais que la courbe de taux japonaise était extrêmement bizarre, parce que jusqu'aux 10 ans, on était tenu, et le 11 ans, 12 ans, 13 ans, n'avait pas du tout, ça n'était plus tenu. Donc ça faisait un truc très très bizarre sur la courbe de taux japonaise, qui n'était pas très cohérent. Donc tout ça, à mon sens, était logique, mais par contre le timing est quand même assez étonnant, parce qu'on a quand même appris depuis 20 ou 30 ans que les banques centrales doivent un peu préparer le marché, et là pour le coup ils ont sorti ça un peu du chapeau, d'où la réaction sur le yen, mais aussi sur le Topix ou sur le Nikkei qui pour le coup ont fortement corrigé. Le dernier élément, je pense qu'il faut resituer ça dans l'ensemble global, et vous avez raison, c'est que la BOJ, c'est un peu le grand écart avec toutes les autres banques centrales. Nous, la BCE nous annonce 2,50, 3, voire 3,50 dans quelques mois. La Fed va aller à 5. Et la BOJ restait à 0 ou 0,5. Alors pour le carry trade, alors c'était très facile de se financer en yens, mais ça posait quand même un problème. Donc ça, c'est un peu tout cet environnement qui a fait bouger la Banque centrale japonaise. Est-ce que c'est vraiment le risque inflationniste, même si c'est vrai qu'il y a eu quelques chiffres un peu plus élevés? Je n'ai pas le sentiment que la big picture japonaise au niveau économique soit très inflationniste. La démographie, la logique économique japonaise, c'est pas une économie qui est fondamentalement inflationniste, même s'il peut y avoir des facteurs un peu plus inflationnistes à court terme, mais c'est plutôt, à mon sens, une réponse sur le yen qui posait vraiment problème au niveau de l'économie japonaise. Ça casse quand même une idée très forte dans le marché. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je suis les marchés. S'il y a un truc sur lequel tout le monde était d'accord, c'est que jamais la Banque du Japon ne changerait, que la Banque du Japon continuerait d'acheter toujours plus, d'être toujours plus accommodante. Et là, ça vient quand même casser cette idée très forte qui restait peut-être le dernier point d'ancrage dans un monde monétaire complètement bouleversé au terme de cette année 2022. Alors je comprends que c'est marginal, que c'est très fin, mais c'est quelque chose que les marchés ont désormais en tête. Clairement, il y a une boutade en gestion qui dit si on n'a pas perdu de l'argent à vouloir jouer la hausse des taux japonais, on n'a jamais été gérant. Donc c'est vraiment quelque chose ça fait 30 ans qu'on attend cette hausse des taux japonais qui n'est jamais venue. Je ne pense pas qu'on ait un mouvement qui va vraiment être une forte hausse des taux japonais, mais en effet, ça inverse la tendance. Et finalement, c'était le dernier rempart, la dernière banque centrale, des grandes banques centrales qui n'avaient pas fait ce move-là. Et c'est assez cohérent qu'en 2022, finalement, on a réaligné toutes les banques centrales sur une logique qui est plus agressive dans les hausses de taux. Mais encore une fois, les hausses de taux japonais, on nous parle d'un range moins 0,50 plus 0,50. Ça va peut-être se décaler petit à petit, mais ça sera vraiment limité. Mais symboliquement, vous avez raison, ça marque un peu
peut-être pas la fin, mais en tout cas une tendance d'inversion qui se diffuse partout dans le monde, qui a commencé dans certains pays émergents, qui est arrivée par la Fed, puis la BCE. La BCE qui, pour le coup, a tapé très fort jeudi. Et là, c'est peut-être le point le plus important sur les marchés, à mon sens, depuis sur un mois. Ouais. Et la BOJ qui arrive un peu en dernier, un peu en queue de peloton, mais qui finalement... Qui n'a pas enfoncé le clou, quoi. Qui n'est pas à contresens. Et c'est ça qui est important. Comme en effet, c'est qu'on a une tendance de fond. Encore une question, Zakaria. Au regard, encore une fois, du poids de l'économie japonaise, du poids du yen, du poids de ce que représente le yen dans un grand nombre de positions et de l'appétit structurel des Japonais pour de la dette avec un peu plus de rendement que la leur, la nôtre notamment en Europe, est-ce que ce bouger de la Banque du Japon et ses conséquences, peut-être demain, est-ce que ça peut avoir des impacts sur les marchés globaux ? Est-ce que ça a déjà eu des impacts sur les marchés globaux au-delà des actifs japonais ? Alors, vu l'écart du mouvement, 25 points de base, il faut relativiser cet écart entre les deux, d'autant plus que les taux dans les autres économies sont montés de beaucoup plus. Donc cet écart de carré est toujours là. Mais effectivement, ça peut amener, si ce mouvement est plus structurel, si cette bande a été élargie de 25 points de base, mais qu'elle continue de s'élargir pour aller vers une courbe qui est plus flottante ou moins de contrôle de la courbe des taux, de la courbe ou un contrôle qui est sur un point qui est plus proche. On peut s'attendre à ce que les actifs qui soient le plus détenus par les Japonais, sur lesquels il y avait un appétit important en termes de carry, puissent souffrir un peu. Je pense particulièrement à la dette australienne. L'Australie, en fait, il y a une proximité géographique, mais aussi économique. Et les Japonais sont historiquement investissent beaucoup en Australie parce que c'est une devise à haut rendement. 20% de la dette australienne est détenue par des Japonais, donc ça peut faire un peu mal. Les seconds auxquels on peut penser, c'est la France. Ils ont entre 10 et 15% de la dette française, donc ça peut avoir un impact. Et troisièmement, la dette, un certain type de dette bancaire européenne qui, elle aussi, sur laquelle les Japonais ont énormément d'appétit et qui peuvent être... sur lesquels on peut voir des flux négatifs, en tout cas. Et il y a des poches de marché sur lesquelles ils sont très présents, quand même. Et c'est important parce qu'en fait, on s'attend sur 2023, la BCE ne va plus être là pour acheter de l'émission de la dette européenne. On s'attend à un pipeline, une offre, une activité qui est assez importante. Une offre d'émission obligataire. Voilà, que ce soit de la partie État ou de la partie dette d'entreprise. Donc il faut bien qu'il y ait de la demande ailleurs pour venir absorber ça. Et si les Japonais ne sont pas là, ça peut manquer quelque part. Stéphane, vos commentaires en tant que gérant action là, et comment vous regardez ce match, ce bras de fer entre les marchés et les banques centrales ? On espérait qu'on allait laisser ce match en 2022. Bon, il y a encore visiblement une petite partie à finir, au moins un tie-break, peut-être encore pour 2023. Oui, il y aura du mouvement encore en 2023, de la part des banques centrales. J'ai pas beaucoup de commentaires à ajouter par rapport à ce qu'ont dit mes deux éminents confrères sur le sujet, qui connaissent ça mieux que moi. Ce que je vois, effectivement, c'est que par rapport à la situation du Japon, il y a quand même un niveau de dette, d'endettement du PIB, de 250%, la moitié détenue par la banque, il fallait défendre le yen, la Banque du Japon, il fallait défendre le yen, donc il y a quelque part, c'est vrai que le calendrier n'était pas annoncé, mais c'est un mouvement de défense relativement sain, petit mouvement, grande conséquence. Et effectivement, les effets de second rang sur les actifs détenus par les Japonais, on va voir une donne changer. Mais c'est vrai que 2023, ce qui est préoccupant, c'est justement la réduction des bilans. Il n'y a pas que les hausses de taux pour encadrer et gérer, si vous voulez, contrer l'inflation. Donc on va voir très clairement en 2023... Il y a tout le débat autour des pivots que vous voulez peut-être qu'on aborde. Là, le sujet est extrêmement complexe. Moi, je ne trouve pas que ce débat soit forcément intéressant sur les taux pivots parce que c'est plutôt le taux terminal et on a fait l'essentiel. Donc aujourd'hui, je préférerais voir les effets vraiment réels de lutte contre l'inflation, même si on sait que structurellement, elle va diminuer. Mais je pense que il faudrait se détacher un petit peu plus pour les gérants des banques centrales qu'on ne le fait parce que on a aimerait bien, mais on a vu qu'en 2022 on avait des revirements complets. Et donc il va falloir aussi que certaines banques centrales remettent un peu plus de confiance dans leur discours,
au niveau du marché, parce que je pense que clairement... Vous pensez à quoi, Stéphane ? Moi, je pense clairement, je me souviens très bien de la volte-face de M. Powell au mois de septembre. Je me souviens très bien, vous avez vu la volte-face de Mme Lagarde encore le mois dernier. Alors moi, ce que j'appelle, c'est un pivot au quiche au carré. On était un peu au quiche, le marché a pensé qu'on ne serait pas plus, et boum, c'est là où on remet, comme à Jackson Hole, une couche sur... non, mais attendez, vous m'avez pas bien compris. Des stratégistes qui disent, ok, on a fait l'essentiel de la hausse des taux, le taux pivot, c'est maintenant, et il faudrait que les banques centrales rebaissent les taux prochainement, mais elles ne le feront pas, il faut pas... Donc là, il faut les écouter. Non, mais parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont expliqué très exactement que les banques centrales avaient tout faux, qu'elles s'étaient complètement trompées, que l'inflation n'était pas transitoire et qu'il ne fallait pas écouter les banques centrales. Ces mêmes gens-là nous disent aujourd'hui, il faut les écouter. Il faut les écouter dur comme fer. Oui, mais je pense qu'il faut les écouter là-dessus. La hausse des taux n'est pas terminée. C'est clairement, à mon avis, on n'y est pas encore. Maintenant, l'essentiel est fait. Je pense que la partie la plus douloureuse en termes de taux, de hausse de taux, elle est franchie. Maintenant, moi, ce qui me préoccupe plutôt, c'est la réalité macroéconomique et ce qui va suivre derrière. Parce que si on parle de la classe action pour 2023, ce qui est plutôt préoccupant, et je sais de quoi je parle, parce que mécaniquement, en 2022, quand on était valeur de croissance et qualité, c'était quasiment impossible d'avoir une performance par rapport au marché. Et d'ailleurs, on voit bien, après de très bonnes années, en 2020, en 2021, malgré des événements exceptionnels, on voit bien qu'en 2020, tous les gens en croissance souffrent. Donc, mais ce qui, dans ce contexte-là, par rapport au mouvement de taux, où on devrait peut-être avoir un petit peu moins de perturbations, justement, on devrait moins subir ces effets d'annonces de banques centrales, bien qu'il y ait des réductions de liquidités. Ça, je tiens à le souligner. Et donc, c'est la réalité macro qui va prendre un peu le dessus. Ouais, j'espère qu'on va revenir à une lecture plus micro. Et elle vous inquiète ou elle vous rassure ? Parce que la réalité macro de l'Europe, c'est que pour l'instant, on n'est toujours pas en récession, que le PIB américain du T3 vient d'être révisé encore à la hausse. C'est plutôt plus résilient aux États-Unis, c'est un peu plus résilient en Europe. Donc, je pense que pour l'instant, je ne vois pas de scénario macro catastrophique en 2023. Ouais. Et je pense que c'est ce qui explique probablement la tenue du marché. Alors, on le voit un peu qu'après coup, c'est vrai. Oui. On avait des raisons d'être plutôt pessimiste là-dessus. Mais du coup, c'est là où je pense qu'en 2023, à la faveur de multiples valorisations qui sont même plus attractifs qu'il y a un an, si on avait fait cette émission il y a un an, sur les valeurs de qualité et de croissance, on a quand même, pour les gérants, une capacité à aller chercher des entreprises qui vont avoir, un endettement relativement faible, une capacité à faire progresser les bénéfices dans un contexte structurellement inflationniste. C'est-à-dire que la croissance va coûter plus cher. Le monde a changé. On n'est plus dans une croissance déflationniste. Donc c'est là où on va voir justement la mise en œuvre des stratégies des managements et la qualité d'exécution. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement aller chercher ces entreprises qui sortent leur épingle du jeu, ont une faible dette, ont une capacité à maintenir un certain pricing power, mais surtout des business models avec des rentabilités élevées. Et une capacité à maintenir des marges. Il y a eu trop peu de discrimination. Alors, au-delà de la grande divergence et des grands facteurs de style, value, croissance, il y a eu trop peu de discrimination dans un univers comme le vôtre, vous trouvez, à travers cette année 2022. On a été très discriminés, justement. Ces valeurs-là, mais dans cet univers, ceux qui auront la capacité à s'en sortir par rapport à ceux qui n'ont pas, justement, cette compétence d'exécution, etc., le marché n'a pas encore révélé ça. Le marché a clairement... sanctionner ces valeurs-là, quand bien même le contexte et l'environnement et ce qu'on a devant nous devraient plutôt ramener la faveur des intervenants sur ce type de dossier au fil de l'année. Et ça, c'est une conviction que l'on a. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour être très clair, on a plutôt ramassé les dossiers et on a plutôt un niveau de cash un peu faible. Ça n'empêche pas, le fait d'être exposé n'empêche pas d'avoir un portefeuille très défensif, plutôt résilient, avec une forte visibilité, justement. Et c'est ce qu'on a mis en œuvre en ce début d'année dans notre stock picking. Et je pense qu'en 2023, on devrait avoir logiquement de meilleurs résultats que ce qu'on a connu sur 2022. Les drivers, ce qui va guider le marché sera différent de ce qu'on a vécu en 2022. Oui.
Je reviens quand même aux banques centrales, toujours, Cyriac. Parce qu'on a dit un mot de la BCE, et vous l'avez dit fort justement. C'est peut-être d'ailleurs l'événement principal de cette fin d'année, ce que j'ai appelé le pivot hawkish au carré de Christine Lagarde, qui voulait aussi son moment Jackson Hole pour remettre un peu, recaler les anticipations. Elle l'a fait de manière extrêmement explicite, extrêmement dure, extrêmement engageante, en préannonçant 2 hausses de taux de 50 BP et possiblement une 3e, dans la conférence de presse, en annonçant une réduction du bilan, certes graduelle à partir du 1er mars, mais n'oublions pas également tous les repaiements qui vont être opérés par les banques, qui ont profité d'une liquidité gratuite pendant très longtemps auprès de la Banque Centrale Européenne, et on sait qu'il y a des repaiements très importants qui vont arriver à la fin du premier semestre, je crois. Tout ça pour dire que la Banque Centrale la plus hawkish en 2023 sera la BCE. Alors, elle pense ou elle espère être la plus hawkish. On verra si elle y arrive, parce que finalement, c'est loin. Hein, 3 hausses de taux de 50 BP. Je pense que finalement, Madame Lagarde, elle a voulu remettre le pricing du marché à un niveau qui lui semblait plus correct. Ce 3,25, 3,50... Pour moi, il est un peu théorique, c'est-à-dire que elle nous dit c'est ça. Et pourquoi elle nous dit c'est ça ? Je ne sais pas si elle ira à 3,50. Entre-temps, elle peut changer d'avis 2 fois. On verra. Par contre, ce qui est sûr, c'est que directement, les taux 10 ans, eux, ont remonté. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que ce qu'avait peur la Banque Centrale Européenne, c'est que finalement, et un peu la Banque Centrale Américaine, mais de manière moins importante, les taux en baissant, les conditions financières étaient en train de devenir beaucoup plus attractifs. Et donc la BCE ne veut pas monter ses taux de 100 BP en une fois, parce que pour le coup, ça aurait été la catastrophe. Mais en nous disant, dans les 3 prochaines réunions, je monterai de 50 BP, mécaniquement, les taux allemands, les l'OAT, etc., tout a repricé de 50 ou 60 BP. Donc ça, c'est le point. Pour moi, c'était vraiment la stratégie. L'objectif, c'était ça. L'objectif, de mon point de vue, il est là. Parce que la BCE n'est pas attaquée sur sa crédibilité. Quand vous regardez les anticipations d'inflation du côté de la BCE, ça reste quand même très proche de 2%. On n'attaque pas la BCE aujourd'hui là-dessus. Finalement, ce qu'elle a peut-être eu peur, c'est que les conditions financières étaient en train de se détendre de manière trop importante. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait, finalement, la macroéconomie, alors que durant l'été, on anticipait tous des récessions assez rapides en zone euro, la récession, elle a du mal à venir. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle en absolu. Oui. Mais pour la Banque centrale qui espérait que la récession casse l'inflation, et l'inflation en zone euro, elle est encore à 10,1, finalement, ce moteur-là, il va peut-être être beaucoup moins important. Et donc, finalement, elle a un peu profité, de mon point de vue, du fait que la macro était un peu meilleure pour taper plus fort à ce moment-là, en se disant peut-être que dans 3 mois, la situation sera radicalement différente, parce que monter les taux de 50 BP quand on est en récession et que l'économie est en train de baisser significativement, c'est pas la même histoire que de monter de 50 BP quand on est sur une situation finalement assez flat en termes d'activité. Donc il y a une forme de fenêtre d'opportunité qu'a su saisir Mme Lagarde de manière assez pertinente. Oui, puis je crois que là, faut pas oublier que la BCE est quand même coincée, elle est en retard par rapport à la Fed. On est en retard dans le cycle. D'où le fait qu'elle sera encore plus hawkish quand la Fed pourra, elle, peut-être se permettre d'être plus neutre ou en pause, en tout cas dans sa restriction monétaire. Si elle ne l'avait pas fait, le marché aurait pu s'inquiéter. On aurait pu avoir des troubles sur le marché plus importants que le mouvement de court terme que l'on a eu le jour de l'annonce. Je sais pas, quand je vois l'écartement des spreads le jour de l'annonce, c'était... oui, je pense que le marché s'est inquiété, moi, ce jour-là. Mais vous voyez qu'après... il l'était pas la veille. Hein. Non, mais il y a une stabilisation. Après, derrière, vous avez un mouvement d'humeur du marché sur de telles annonces. Ce qui est normal, il y a un effet de contre-pied. Mais quand le marché, après, prend un peu de distance par rapport au sujet, se rend compte que finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise option. Ça amène un peu plus de clarté et de visibilité qu'une situation d'incertitude où l'inaction aurait, à mon avis, coûté beaucoup plus cher dans la psychologie et la confiance du marché. Bon, on ne parlait pas d'inaction. 50 BP délivrés, le marché anticipait que d'autres hausses de taux pouvaient suivre. Non, le discours a été quand même très précis, très clair. Et encore une fois, la BCE se voit comme la banque centrale la plus hawkish en 2023. Et le bilan de la BCE, en intégrant les repaiements des TLTRO, va se réduire plus vite que celui de la Fed en 2023, Zaccaria. Oui, mais je dirais les doves, les colombes à la BCE sont à court d'arguments. Oui. À une inflation à 10%, à 5 fois l'objectif, ne peuvent pas faire autrement en fait. Donc il faut activer tous les leviers, il faut effectivement rattraper le retard, que ce soit en termes de bilan
ou que ce soit en termes de taux d'intérêt. D'accord. Donc on est encore dans le front-loading, on est encore dans le rattrapage là en fait. Exactement, on est en train de vivre ce qu'on a vu avec la Fed plutôt dans l'année 2022. Ouais. Donc on veut arriver assez rapidement à un territoire restrictif sur les taux d'intérêt. Oui. Et puis commencer à offloader le bilan parce que justement les liquidités qui existent dans le système aujourd'hui, ils n'ont plus lieu d'être. Là où on les a mis en place, aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'être. On parlait des anticipations d'inflation. Les anticipations d'inflation à long terme, si on regarde le 5 ans dans 5 ans qu'adorait regarder M. Draghi, alors, on est à 2,5. Et en fait, on a vécu toute une décennie avec une inflation chronique, des anticipations chroniques d'inflation à 1. Et donc 2,5, c'est bien, parce que justement, on n'est pas très loin de l'objectif, mais en fait, on a complètement changé de régime. Donc, effectivement, en fait, la réaction de la BCE aujourd'hui, elle traduit son mandat. Mon mandat, c'est l'inflation. Tout le reste, ça vient après. Ou tout le reste, ce sont des éléments qui vont être factorisés, que ce soit la croissance, l'emploi ou même la stabilité financière. Tout ça, ça va se factoriser dans l'inflation. Donc, il faut réagir. Et c'est quelque part ça qu'on voit aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on l'est maintenant et on l'est de cette façon-là. Ça aurait pu être fait un peu plus tôt. Ça aurait pu faire. Et ça aurait évité d'être aussi brutal à ce moment-là. Exactement. Mais après, il y a une résilience justement de l'économie qui permet de le faire. Il y a une résilience des spreads, des spreads notamment italiens, ce qui permet de le faire. On verra effectivement si la BCE peut délivrer sur ce chemin qu'elle vient tracer. Qu'est-ce qui ferait qu'elle ne pourrait pas délivrer ? Eh bien, un très fort écartement des spreads, par exemple. Donc, se reposerait le sujet du fameux TPI. Oui, voilà. Un instrument destiné à protéger voilà, c'est ça, transmission monétaire. Exactement, voilà. Exactement. Effectivement. Donc on y arriverait, quoi. Et dans ce cas-là, je pense qu'avant d'activer le TPI, ce sera plutôt une revue de l'allègement du bilan. D'accord. On pourra être flexible sur la réduction du bilan. Effectivement, je pense que ça, c'est une première manière d'être flexible. C'est une première manière d'être flexible et c'est la première chose qu'activera la BCE si on voit que les spreads vont complètement dans le décor. Sous, bien sûr, toujours le même argument que si on a une fragmentation de la zone, il n'y a plus de transmission correcte de la politique monétaire. Ouais. Je note qu'elle attaquera la réduction du bilan en mars et pas dès le mois de janvier, avec des débuts d'année qui sont toujours des mois très chargés en matière d'émissions obligataires. Effectivement. Donc que ça soit sur toute la zone ou que ça soit spécifiquement sur l'Italie, on s'attend à un mois de janvier, à un mois de février particulièrement. Tous les trésors vont émettre massivement dès le début d'année, j'imagine, pour faire leur programme le plus vite possible. Qu'est-ce qui et le doute, vous l'avez exprimé, Cyriac, la BCE se voit comme la plus hawkish, y arrivera-t-elle ? Qu'est-ce qui pourrait faire que la BCE ne délivre pas sur ce qui a été explicitement indiqué déjà la semaine dernière. Je trouve que les spreads italiens sont la première bonne réponse. D'accord. La deuxième, c'est l'inflation. C'est que finalement, peut-être que l'inflation, alors qu'on a été surpris très négativement, surtout 2022, avec des chiffres qui étaient revus à la hausse systématiquement, aux États-Unis depuis 3-4 mois, ça nous surprend plutôt négativement. Ça baisse plus que ce qu'on pensait tous les mois. Et du côté de la zone euro, il y a quand même un vrai facteur qui est en train d'être intégré progressivement, c'est que l'énergie, le prix de l'énergie, si vous regardez le gaz spécifiquement, on est monté à 300 durant l'été, aujourd'hui on est à 100. Alors certes, il y a 5 ans on était à 20, mais globalement, il y a quand même un vrai élément qui était inflationniste durable, potentiellement durablement, l'énergie, qui l'est beaucoup moins. Et de ce point de vue-là, la BCE, si on a quelques surprises positives à ce niveau-là, c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les hausses de salaire aux États-Unis, elles ont été beaucoup plus importantes parce que l'économie américaine est beaucoup plus flexible structurellement. Qu'en zone euro, tout est négocié parce que la structure économique est de cette manière, et que les hausses de salaire qu'on voit arriver en zone euro sur 2022, et même la BCE le dit, et voire 2023, on n'est pas sur 10% d'inflation des salaires. Et donc, globalement, la boucle prix-salaire qu'on peut craindre, et là, je ne remets pas en cause l'intérêt de monter les taux pour justement arrêter cette spirale, mais si on a quelques bonnes nouvelles du côté des salaires et de cette spirale inflationniste, plus une baisse de l'inflation headline, ou cette inflation globale qui inclut l'énergie et l'alimentaire, à ce moment-là, peut-être que la BCE va se dire j'ai peut-être pas besoin de taper si fort, si rapidement.
Mais il faudra quand même que ça soit très concret. Je veux dire, ils ne prendront pas le risque. Et ça, c'est peut-être le point le plus important. C'est qu'il y a l'expérience des années 70. Alors, tout le monde, on est revenus tous à ce niveau-là. Mais c'est très important. C'est que l'erreur de politique monétaire majeure des années 70, c'est d'avoir finalement cru que l'inflation était morte, alors qu'elle a rené de ses cendres dans quelques mois, et qu'on a été obligé, pour le coup, au début des années 80 avec Volcker, du côté de la Fed, mettre les taux à 20. de mettre les taux à 20. Ouais. Et ça, les banques centrales, elles ont cette expérience-là. Et je ferai le rapport avec ce qu'avait fait Bernanke en 2008. Et il avait pris l'expérience japonaise de ce qui s'était passé, et c'est pour ça qu'il s'est lancé dans un quantitative easing. Et les banques centrales, pour ça, elles ont quand même finalement un track record très long. Et je pense que la peur de la Banque centrale européenne ou américaine, elle est là. Et c'est pour ça que d'inverser complètement la tendance, je pense qu'ils vont être sûrs de leur coup avant de le faire. Oui, c'est pas 1 ou 2 chiffres d'inflation, de décélération de l'inflation qui suffiront à faire bouger les équilibres au sein des grandes banques centrales. Parmi les sujets de l'année 2022 que je voulais aborder avec vous spécifiquement, d'ailleurs, Stéphane, 2022 que j'appelle l'année anti-ESG. Quand on regarde, non mais c'est pas contre l'ESG, au contraire. Quand on regarde les vents contraires à l'ESG. Oui, voilà, une année de vents contraires. Oui. Bon. Les secteurs qui surperforment ne sont pas les secteurs les plus ESG, je crois que tout le monde l'a compris. Non, moi, ce qui m'a marqué dans le débat autour de l'ESG, toujours très riche, toujours très dynamique, c'est la politisation de ce débat. C'est-à-dire qu'on a un monde anglo-saxon, et on a fait une émission il y a 2-3 semaines là-dessus, pour dire que c'était pas facile d'être un gérant vert aujourd'hui ou un gérant ESG aujourd'hui. À la fois, le monde anglo-saxon se détourne de l'ESG... pour des excuses ou des arguments juridiques, il y a beaucoup de grands fonds américains qui estiment que l'ESG ne permet pas d'être, de garantir l'engagement fiduciaire, notamment qu'ils ont vis-à-vis de leurs clients. En tout cas, c'est une raison qui est de plus en plus invoquée et qui justifie que certains de ces grands fonds américains quittent un certain nombre d'alliances, d'organisations tournées vers le net zéro, l'économie décarbonée, etc. Ça les arrange bien. Et ça les arrange sans doute au passage. C'est pour ça que je parle de politisation du débat. Et de l'autre, on l'a vu il y a 3 semaines à travers une étude qui est parue dans plusieurs médias européens, dont Le Monde. On en a largement parlé ici. On voit des organisations qui attaquent les stratégies censées être les plus vertueuses, article 9, pour des investissements dans des entreprises d'énergie. On parle d'Enel, de Nextera, d'Engie, d'Iberdrola, bref, des grands énergéticiens dont on peut estimer qu'ils sont quand même aussi une partie de la solution, quand ils vont déployer des dizaines de milliards d'euros d'investissement, pas dans 50 ans, dans 2, 3, 5 ans, pour installer des dizaines de gigawatts de puissance électrique générée par des énergies renouvelables. On parle de quelque chose qui dépasse la relance du nucléaire en France telle qu'elle est présentée par le gouvernement aujourd'hui. Bref, il y a 2 forces d'opposition à l'ESG là, qui sont en train de taper sur l'ESG de part et d'autre. Et donc, je me demandais comment vous viviez ça et comment est-ce qu'on remet l'ESG au carré et comment est-ce qu'on redonne un peu de force à l'ESG. Je n'ai pas vu tout l'article en détail je vous le recommande. Auquel vous faites allusion. Oui, mais je vais m'empresser de le regarder, vous en doutez bien. Je trouve déjà que c'est un peu dommageable de critiquer la multiplicité des approches qu'on peut avoir et de jeter l'opprobre en particulier sur une approche dite progressiste, c'est à ça que vous faites allusion, c'est-à-dire qu'on peut rentrer aujourd'hui des acteurs qui émettent beaucoup de CO2 dans la production d'énergie parce qu'il y a cet espoir et cette ambition de transition à venir, horizon court, moyen ou long terme. Et c'est une approche possible de la façon de faire de la finance durable. C'est ce qu'on demande à la finance quand on dit il faut que la finance soit verte et que la finance finance la transition énergétique. Là où je mets un bémol quand même à l'approche, c'est que je ne voudrais pas qu'on réduise SFDR et l'article 9 à la seule dimension environnementale. D'accord. Je vous rappelle que... Oui, mais c'est l'événement... Alors, c'est l'événement... C'est l'éléphant dans la pièce, quand même. C'est un positionnement important qui ont été pris sur des fonds thématiques, notamment dès le départ. À juste titre. À juste titre, et c'est tout à fait logique, puisqu'ils sont dans leur objectif d'investissement, et ils sont parfaitement dans l'alignement et de la définition, j'imagine, de l'investissement durable. Donc,
là-dessus, je dois dire que si l'article est assassin, je trouve ça plutôt maladroit et malheureux. Maintenant, l'article 9 des SFDR, c'est aussi autre chose. C'est pas que la transition énergétique, c'est pas que l'alignement sur la taxonomie, les accords de Paris. Vous pouvez être tout à fait dans une notion d'investissement durable, et c'est notre cas par exemple, qui comprend une dimension environnementale, 100% d'objectifs environnementaux, 100% d'objectifs sociaux, sans alignement sur la taxonomie, ni les accords de Paris. Et on peut faire de l'investissement durable en faisant ça. Et donc, ça n'est pas que de l'environnemental, c'est aussi du social. Je n'ai pas parlé de gouvernance, puisque le législateur, dans l'esprit, l'a directement induit dans la rédaction des textes. Donc je pense que ce qui amène toute cette confusion, c'est qu'il y a eu quand même aussi des effets d'annonce d'acteurs qui se sont rués probablement sur l'article 9 et qui se sont rendus compte que, en termes techniques, en termes de contenu, en termes de justification ex post, ça allait être très compliqué, et que là, il y avait un risque par rapport à des clients qui pourraient réclamer par rapport à une promesse qui était faite lorsqu'ils avaient souscrit, donc un décalage dans l'alignement. Il y a aussi une difficulté qui est liée à la mise en œuvre des textes, parce que les textes sont pas forcément extrêmement clairs non plus, et d'une limpidité extraordinaire dans leur mise en œuvre. Donc, pour des sociétés de gestion qui ne sont pas forcément spécialistes sur la question, hormis des fonds thématiques, bah oui, on peut identifier clairement un risque juridique et donc une logique de se retirer. Maintenant, il y a une chose qui a disparu, c'est la notion d'impact. Ça ne vous a pas échappé. Ah oui. On ne parle plus d'impact. Pourquoi ? Parce que l'impact, c'est quand même un concept très flou, qu'il n'y a pas de méthodologie unique et que ça allait être extrêmement compliqué de le démontrer. C'est ce qu'il y a de plus important, Stéphane. Oui, avoir un portefeuille zéro carbone, c'est très bien. S'il n'a aucun impact et s'il ne finance pas la transition énergétique ou les transitions dont on a besoin, mais on ira nulle part. Non, mais ça passe pas que par ça. Je veux dire, l'ESG, ça sert pas qu'à la transition énergétique. Non. Mais là, en l'occurrence, c'est la grande tromperie des fonds verts. Ben oui, mais là, c'est bien le sujet dont on parle. Lisez la tribune qui est bien faite, le billet d'humeur de Philippe Sedbon, aujourd'hui paru dans Les Échos, qui dit, attention, la transition, dans transition, déjà, effectivement, vous avez raison, et j'y souscris complètement, une transition, ça prend du temps, ça se regarde sur du long terme. Donc là, je trouve qu'il n'y a pas de débat, et je trouve que là-dessus, le positionnement est clair. Mais la transition, elle se fait aussi à travers, pas que le climat, elle se fait à travers les enjeux sociaux qu'il y a derrière la transition énergétique. Elle se fait également à travers le climat, mais aussi la biodiversité, et les pratiques de gouvernance. Et vous avez vu que sur la gouvernance, en 2022, plus que les autres années, sur l'ESG, il y avait une matérialité. Donc, il ne faut pas confondre financement de la transition énergétique et ESG. Oui, c'est ça. C'est un amalgame qui s'est créé, et il faut en sortir. Voilà, il faut en sortir, et il faut garder à l'esprit que derrière la complexité des textes qui sont là, il faut garder une multiplicité des approches sur le marché, parce qu'il n'y a aucun acteur qui détient une vérité unique dans sa façon de faire les choses. Simplement, c'est vrai que la barrière à l'entrée aujourd'hui, elle est très forte, et elle est très élevée par rapport à « dites-moi ce que vous faites, dites-moi comment vous voyez les choses, et démontrez-moi que vous le faites ». Et là, clairement, on a franchi des paliers dans l'exigence des régulateurs. On voit même aujourd'hui des autorités telles que l'AMF, au Luxembourg par exemple, avoir des interprétations différentes de ce qui se fait chez d'autres régulateurs. Alors en France, on a la chance d'avoir une AMF qui a posé un cadre relativement, je dirais, plus clair, plus ouvert, peut-être un peu plus permettant un peu plus cette multiplicité. Inclusif, un cadre inclusif. Merci. Ouais. C'est l'adjectif que je cherchais. Un contexte plus inclusif pour les pratiques des acteurs de marché. Ouais. Et c'est une bonne chose. Voilà. Bon, je ne sais pas si le sujet vous intéresse, mais tout le monde est engagé aujourd'hui sur ces thématiques ESG. Alors, il y a la question de comment on finance la transition énergétique, comment la finance peut participer à l'accélération de la transition énergétique, et puis le sujet ESG en tant que tel. Je ne sais pas ce que vous inspire cette discussion et puis cette année 2022 sur le plan des débats que ça a pu générer. Alors, il y a plusieurs éléments. En termes de performance, en effet, c'est une année compliquée pour l'ESG, mais ça faisait plusieurs années que ça a performé mieux, ça surperformait, ce qui avait pu aussi attirer des investisseurs ou des sociétés de gestion sur cette thématique-là, sans avoir vraiment l'ADN ESG. On s'était dit, c'est facile en fait. Regardez, la surperformance, c'est mécanique année après année. On génère de l'alpha comme ça avec l'ESG. Après, on sait que l'alpha, c'est un alpha où tous les gens seraient dégagés par une
une approche, on peut se poser une question, c'est pas quelque chose de régulier en permanence. De notre point de vue, en tout cas chez Sansot, on a la conviction que c'est quelque chose qui va se poursuivre dans le temps. C'est pas parce que vous avez une année de sous-performance qu'il faut remettre en cause tout le sujet. Après, sur vraiment la question de la classification SFDR, etc., on se rend bien compte que c'est extrêmement technique. Quand on étudie le sujet, le problématique, c'est qu'on a du côté du législateur, et plutôt du législateur européen, finalement, des positionnements qui ne sont pas très clairs aujourd'hui. On voit bien que ça tâtonne, et ça fait que du côté des sociétés de gestion, on court derrière un petit peu finalement la classification. Du côté de l'AMF, on a quelque chose de beaucoup plus clair, et donc à ce niveau-là, je trouve que pour les sociétés de gestion françaises, c'est plus simple, cette problématique. Après, il y a un problème de fond qui n'est pas réglé, qui, à mon avis, ne sera jamais réglé. C'est est-ce qu'une société de gestion ou un fonds qui est SR peut avoir du total dans son portefeuille ? Pour des investisseurs, ça sera oui, et pour d'autres, ça sera non. Et j'ai envie de dire, les deux réponses peuvent se justifier, mais il faut que ça soit clair. Et à ce niveau-là, j'ai un peu l'impression qu'on retourne en rond parce que c'est quelque chose sur lequel on peut débattre, mais il n'y a pas de bonne réponse. Parce que si vous jouez la transition, il faut investir sur des sociétés de type Total. Mais si vous êtes un peu rigoriste... Il y a peut-être mieux que Total, je ne sais pas. Non, mais Total, c'est oui, mais c'est l'épouvantail, justement. C'est le problème de Total. Je le prends sciemment. C'est qu'il y aura toujours trop de haine sur Total pour qu'on puisse en parler sereinement, y compris dans le monde financier. Et donc, il faut que les sociétés de gestion, finalement, aient un cadre extrêmement clair et que la classification SFDR, en particulier 9, qui est le sujet, nous permette d'avoir une vision... Mais ça, c'est le client qui le tranchera à la fin. Est-ce que j'autorise Total ou pas dans le portefeuille, dans la stratégie dans laquelle... Sauf que le client, à un moment donné, il a besoin d'avoir un législateur clair sur ce sujet-là, parce que finalement, il a le sentiment aujourd'hui que les sociétés de gestion ont peut-être un peu trop de marge de manœuvre. Et donc, c'est de son point de vue, nous, en tout cas chez Sansot, on est demandeurs d'avoir un législateur qui cadre encore plus la situation, de manière à ce que finalement, les choses soient carrées pour l'investisseur et pour l'asset. Un mot là-dessus pour conclure, Zacharia, dans ce débat autour de l'ESG qui a été très animé cette année. Du côté obligataire, déjà, en fait, la sous-performance de l'ESG n'est pas si claire que ça. Que, en fait, typiquement, pour calculer justement l'écart, on prend en fait un émetteur, le même émetteur qui a des obligations, on va dire, dites vertes ou qui finance un certain aspect de l'ESG et des obligations qui n'ont pas d'engagement. Et en fait, on compare les deux et on se rend compte cette année que la différence de taux d'intérêt, de prime de risque, elle est d'environ entre 5 et 10 points de base, donc 0,05 et 0,10%. C'est-à-dire que quand même l'ESG, en fait, paye bien en fait, dans le monde obligataire. Vous avez un risque en moins, en fait. S'il y a une certaine cherté à acheter un papier ESG, un papier, par exemple, vert, par rapport à un papier classique. Donc, d'un point de vue performance, ce n'est pas si intuitif que cela. Voilà. Ouais, je comprends. Et donc, ça incite l'émetteur est incité à émettre tout à fait. Du green ou du social bonds, exactement, plutôt qu'une obligation classique. Et donc il a une prime pour lui en termes de financement. Exactement. Donc on voit de plus en plus d'émetteurs, de plus en plus d'entreprises qui font un programme d'émissions vert ou un programme d'émissions ESG, selon leur domaine, par exemple typiquement social sur la partie immobilier, on voit du vert sur les énergéticiens, et en fait on voit que les émissions, il y a plus d'appétit d'investisseurs, mais c'est normal parce cette année il y a de la décollecte sur le segment obligataire, mais sur le segment ESG ça collecte. Donc voilà. Donc il y a de la demande et vu qu'il y a de la demande, les taux d'intérêt que payent les émetteurs sont plus faibles. On s'arrêtera là pour ce soir, mais le débat reste ouvert et se poursuivra bien sûr en 2023 avec vous, messieurs, entre autres. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Zacharia Darwish, CPR Asset Management, Cyriac Dayan, Sansot IS et Stéphane Prévost, la financière responsable. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des small caps, l'univers des petites et moyennes capitalisations boursières en Europe et en France. Nous en parlons avec Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market d'Inextinso Financement et Marché. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Alors, je le dis avec le sourire, pour parler d'une année noire sur les small caps, je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire. Performance négative en absolu, même en relatif, quand on compare les small caps et les large caps, tout le monde a baissé, mais les small caps ont encore plus baissé, ce qui fait qu'on a un écart de performance entre les large et les small négatifs qu'on n'a jamais observé depuis plus de 20 ans, je crois, sur le marché européen. Quels sont les enseignements que vous retenez de cette contre-performance ? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Alors c'est vrai que le CAC Small a fait moins 21% quand le CAC Tradable fait à peu près moins 9%. Pour prendre un peu de perspective, le CAC Small avait surperformé les marchés ces dernières années. Et effectivement, elle n'a pas participé au rallye, entre guillemets, de fin d'année, là, depuis le mois d'octobre. Et l'écart s'est vraiment creusé. Ce qu'on peut retenir, c'est que, de façon générale, les petites capitalisations boursières ne remportent pas les faveurs des investisseurs lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes. Pourquoi ? Parce que ce sont des valeurs qui ne sont pas très liquides et qui sont assez volatiles. Et elles sont, pour les investisseurs qui sont plutôt susceptibles d'apprécier le risque. Et là, il y avait peut-être un peu trop de risques d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue géopolitique. Donc, les investisseurs se sont plutôt reportés sur les larges. Mis de côté, on se rend compte aussi que d'un point de vue sectoriel, les smalls sont plus ou moins exposés à des secteurs qui ont été plus ou moins malmenés. La composition sectorielle des indices small cap n'était pas favorable pour cette année 2022. Absolument. À titre d'exemple, les small caps ne sont pas très exposés à l'énergie. L'énergie, ça fait plus 30%. Le poids de l'énergie sur le CAC Small, c'est 2%, alors que sur le CAC Tradable, c'est 6%. Si on prend le luxe, qui est un secteur qui a très bien performé, de la même façon, il y en a très peu sur le CAC Small. Et à contrario, sur les secteurs qui ont été le plus en peine, comme la techno, qui a fait moins 30% sur le logiciel, etc. Exactement. Le CAC Small est très exposé. C'est 15% de l'indice contre 5% pour le CAC Tradable. Et puis, on peut parler de la santé aussi, avec une forte exposition aux biotech, un segment qui est particulièrement présent sur le CAC Small. Donc, il y a effectivement une réalité sectorielle, effectivement, qu'il faut avoir en tête. Et pour le reste, vous diriez, c'est plus une affaire de sentiments que de fondamentaux ? Parce que la question, effectivement, c'est qu'on a en tête cette thèse structurelle de surperformance des small cap par rapport aux large cap, parce que les dynamiques bénéficiaires, l'innovation est plus forte dans cet univers-là. Cette année-là ne remet pas en cause cette idée forte pour les investisseurs. Alors effectivement, quand on regarde les attentes des analystes sur 2023, pour les valeurs qui sont suivies sur le CAC Small, on attend de la croissance de chiffre d'affaires, de la croissance des BPA, on attend des dividendes en hausse, les bilans ne sont pas surchargés, on a des ratios de dette nette sur EBITDA qui sont en dessous de 3, qui est la moyenne sur 5 ans. On a vu un fléchissement du free cash flow sur l'année 2022, mais il est attendu en croissance en 2023. Donc aujourd'hui, le CAC Small se paye avec une légère décote sur sa médiane 10 ans. On est sur un niveau de PE de 17 fois, contre 19 fois sur les 10 dernières années. Donc, il y a une légère décote qui, compte tenu des perspectives, est relativement non justifiée parce qu'il y a encore du potentiel. Et effectivement, les moins 20%, alors qu'on attend, par exemple, 12% de croissance des PPA en 2023, c'est effectivement à mettre en perspective avec les secteurs qui ont été les plus touchés. Et peut-être que ça crée des occasions d'investissement au-delà de la performance 2022. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ce qu'on décrit, l'année noire des small caps, ces entreprises ont été très actives sur le front du M&A, des fusions-acquisitions. Et je n'avais pas forcément ça en tête à l'arrivée de cette année 2022, Absolument. Cécile. Oui. Donc, on a regardé comment se comportaient les sociétés de moins d'1 milliard de capitalisation boursière sur les opérations d'acquisition de sociétés non cotées. Et en termes de volume, la performance a été très correcte avec une baisse. On a eu 126 opérations sur l'année, soit 10 de moins que l'an dernier. Et pendant les 9 premiers mois de l'année, le marché du M&A s'est très bien comporté. Je précise bien, on ne parle pas d'OPA, ce n'est pas des acquisitions d'entreprises cotées, mais c'est justement ce qu'on ne voit pas forcément dans les grands titres des médias. Une OPA, ça fait toujours la une. Là, c'est vraiment des entreprises hors marché, hors marché cotées, qui ont été achetés par les entreprises cotées small cap. Voilà, c'est la grande majorité de toutes ces opérations-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est que l'acquéreur est une société cotée et que la cible est majoritairement une société non cotée. Ce que ça veut dire, c'est que ces sociétés, les small et mid, ont effectivement des axes de croissance organique, mais aussi externes pour développer d'autres zones géographiques, pour récupérer
récupérer un fonds de commerce, un portefeuille client, une technologie. Et l'échantillon qu'on a regardé, est un échantillon d'opérations de prise de participation majoritaire et à 100%. Et on se rend compte que 80% des opérations se font à 100% afin d'avoir les mains complètement libres pour intégrer les cibles. Les acquéreurs ont un profil un peu plus qualitatif que les small en général. Alors on peut donner des moyennes, même si ça ne veut pas dire grand-chose. On peut se dire que c'est une capitalisation sur notre échantillon moyenne de 250 millions d'euros. Mais c'est aussi des sociétés qui ont un peu plus de croissance, un peu plus de rentabilité, dont les prévisions de bénéfices ont été un peu moins révisées par les analystes. Et ces sociétés-là visent des sociétés majoritairement en France. 50% des cibles sont situées en France, 35% en Europe. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux autres années sur cette partie géographique. Et si on regarde d'un point de vue sectoriel, les secteurs les plus acquisitifs sont ceux sont restés les mêmes, en mettant un petit bémol quand même sur la techno, qui avait l'habitude d'être particulièrement acquisitif et qui l'est un petit peu moins. Mais par exemple, sur la consommation discrétionnaire, qui est le premier pôle acquisitif, avec 26% en volume des deals. On a vu des opérations pour Nikon, par exemple, qui a fait l'acquisition de studios de jeux. On a vu 4. On a vu Damartex, qui a fait plusieurs acquisitions également pour renforcer sa verticale médicale. En parallèle, on peut souligner aussi la dynamique dans les médias avec Reworld qui a fait plusieurs acquisitions pour enrichir son catalogue, par exemple. Et on parle majoritairement d'entreprises d'acquisition qui sont parfois d'ailleurs au cœur des stratégies de ces entreprises. Il y a des entreprises dont la stratégie est tournée vers cette croissance externe régulière, permanente, et puis dans une vraie logique industrielle. C'est vraiment des acquisitions décidées par le management de l'entreprise et c'est pas une pression des financiers de dire vous avez du cash, attention, il y a des opportunités. C'est pas ce marché-là que vous décrivez là, Cécile. Non, absolument. On peut prendre par exemple Clasquin qui a l'habitude de mûrir ses approches avec ses cibles, qui en a fait 2 cette année. Et l'idée, c'est de se munir de volumes complémentaires pour couvrir les coûts fixes dans un marché où il y a peu de différenciation possible, peu de marge de manœuvre possible sur les prix. Donc effectivement, ça fait partie d'une stratégie. On peut penser à la technologie avec les ESN qui ont une croissance organique telle que le marché le décrit et qui font le gros de leur croissance par croissance externe et qui sont qui est un secteur particulièrement acquisitif. Donc effectivement, ce sont les dirigeants, parfois actionnaires, mais ce sont les dirigeants de la société qui mènent ces opérations d'un point de vue opérationnel pour améliorer la croissance et prendre des parts de marché. Vous initiez chez Inextinso une newsletter consacrée au M&A justement en 2023, Cécile, c'est ce que vous m'avez dit. Le timing m'intéresse. C'est le bon moment effectivement d'informer votre public, votre communauté, vos clients, vos investisseurs sur cette thématique M&A pour 2023. Alors, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, le marché est plutôt dynamique, que les prises de décision sont un petit peu plus longues, mais les niveaux de valorisation ne bougent pas. En tout cas, que ça reste un des axes de développement clés pour les small caps, sur lequel on est particulièrement présent. Donc, effectivement, l'idée, c'était de faire un point sur cet axe-là de développement des small caps cotés en bourse. Et est-ce qu'on peut imaginer, c'est un sujet d'ailleurs qu'on a évoqué hier, le thème des consolidateurs, est-ce que l'histoire montre qu'il y a une prime boursière pour ces entreprises, ces consolidateurs, ceux qui savent acheter, qui savent bien acheter, qui savent intégrer? Est-ce que sur le long terme, ça se retrouve? Parce que évidemment, l'investisseur, il est toujours content d'avoir la cible, parce que là, souvent, il y a une prime 30-40% ou plus, et que c'est la cerise sur le gâteau dans un portefeuille, le truc qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais qui fait que, boum, sur une ligne, ça peut s'envoler de 30-40% comme ça du jour au lendemain. Mais le thème des consolidateurs, c'est un thème qui s'inscrit dans la durée aussi. Est-ce qu'à l'arrivée,
Il y a une prime boursière pour ces entreprises. Oui, alors là, pour illustrer le propos, on a pris le portefeuille de sociétés qui ont fait des acquisitions. Il y en a 80 à peu près pour 126 opérations sur 2022. Et ces sociétés surperforment sur le long terme les sociétés à taille comparable de moins d'1 milliard de capitalisation boursière et se payent davantage que ces mêmes sociétés à 13 fois l'EBITDA contre 11 sur les marchés. Donc il y a un savoir-faire qui est quand même reconnu de ce point de vue-là par le marché. Merci beaucoup Cécile, merci pour cet éclairage de fin d'année sur la thématique des small et mid cap et sur ce focus également autour des stratégies de fusion, acquisition, M&A, de croissance externe, on va le dire comme ça, pour ces entreprises cotées de petite capitalisation boursière. Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market d'Inextinso Financement et Marché, était l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.